pour nous de vous retrouver pour feuilleter ensemble les pages de cette émission. Et pour le faire, je ne serai pas seule. Je ne suis jamais seule d'ailleurs. L'équipe du mardi est avec moi. Je voudrais qu'on puisse applaudir ensemble le doyen. Bienvenue, Neba. J'espère que vous êtes en pleine forme ce midi. Avec une aussi chaude ambiance, on ne peut qu'être en forme. J'imagine. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, le doyen. Et Alissar Zena est dans la place. Alissar, ça va? Ça va très bien. En ce qui concerne les affairages. En ce qui concerne les affairages, mes éléments sont partis sur le terrain. Ils m'ont ramené les informations. Les nouvelles sont-elles bonnes? Les nouvelles sont très, très bonnes. Donc, tout à l'heure, là, on va développer ça. Dans quelques petits instants seulement. Alors, Docteur Philo. Oui, bonjour à tous les l'homme aux téléspectateurs. multiples casquettes. Oui, au-delà même, en plus de l'équipe du mardi, il y a l'équipe de Everyday. Moi, je suis là chaque jour, c'est pas une équipe. Non, mais voilà. ça, c'est clair. Voilà, donc ça, il faut le signifier, l'équipe de tous les jours. Je suis là, l'ami fidèle. Oui, quand je suis rentré dans ce studio, les gens sont c'est combien? Mais non, c'est pas combien, c'est rien, mais seulement que j'attire la vibration positive sur moi. D'accord. Voilà, le plus, c'est le sens positif, plus de positivité, le plus ici. C'est ce qu'on demande à la jeunesse. Et moi, chaque fois que je participe à cette émission, je me rends compte que plus je travaille, plus la chance me sourit. D'accord. C'est l'impression qu'il y a cette tension. Plus la chance me sourit et puis je n'aime pas trop la chance me poursuit. Parce que quand ça te poursuit, là, ça te rattrape pas. Toi, tu pousses seulement. Mais ça me sourit et je suis très heureux. Voilà, super. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Philo, eh bien, vous, la chance vous sourit, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour notre invitée, parce qu'elle estime tout simplement qu'elle a vécu tant de malchance dans sa vie. Son nom, Gouzou Clarisse. Son portrait tout de suite avec Ange Gobo. Échecs sentimentaux, remises en cause professionnelle et malheurs sont les réalités de notre invitée d'aujourd'hui. En 2003, Gouzou Clarisse fait son premier accident. Elle subit 12 opérations. En 2015, Clarisse est encore victime d'un accident de voiture à Yopougon. Et en 2018, en allant à Gonzagueville, un autre accident est au rendez-vous. Malchance ou victime désignée du hasard? Une question qui reste posée. Gouzou Clarisse est une mère célibataire de 33 ans. Elle a 2 enfants et vit à Yopougon à Naniray. Pourquoi le sort s'acharne continuellement sur elle? Le mystère sera percé avec Caroline. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et public de ce midi. Avant d'adresser la parole à notre invité, je voudrais que vous fassiez du bruit pour vous, parce que vous n'imaginez pas le rôle que vous jouez dans cette émission. Vous pouvez vous applaudir. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette chaleur. Eh bien, Gouzou Clarisse est avec nous, notre invité témoin de ce jour. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous allez bien? Ici, quand on arrive, tout change. Hein. Ce plateau-là, cette chaise-là, elle change la vie. Quand vous vous asseyez sur cette chaise, votre vie change. Désormais, c'est la chance qui va vous poursuivre. Non, plutôt, pour emprunter le mot à Docteur Philo, c'est la chance qui va vous sourire. Amen, hein. Ainsi soit-il. Alors, nous partons donc sur de bonnes bases, on peut le dire. On va retrouver tout de suite notre docteur en humour, Docteur Philo, pour décortiquer ce thème. J'ai vécu tant de malchance dans ma vie. C'est parti. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci beaucoup. Merci à notre invité. Merci. C'est vrai. J'ai revenu sur ce que Caroline a dit. Vous êtes là, vous apportez la positivité dans ce studio, la lumière dans ce studio. Et elle, son thème, voilà, son sujet, elle a été poursuivie. Elle a vécu plusieurs malchances dans sa vie. Bon, j'ai dit, mais si elle disait que la malchance me poursuit, elle a dit, mais pourquoi vous êtes arrivé ici aujourd'hui? Le fait d'être sur ce plateau, c'est une chance. Donc, heureusement que c'est votre passé. Et la malchance, on peut pas s'en passer. C'est une étape de notre vie. C'est l'étape. Il faut l'accepter. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon avis. Il faut l'accepter. On ne peut pas fuir la malchance. C'est une étape. C'est-à-dire, tu es bailli même là, ça te suit. On ne parle pas forcément de malchance. Ouais. On peut avoir des épreuves dans la vie. Des épreuves dans la vie, oui. Qui vont forcément nous servir de leçons et nous permettre
d'aller de l'avant. Mais sur le champ, on se croit à être malchanceux, sur le champ. Parce que c'est avec un peu de recul qu'on s'est dit que non, ça c'est Dieu même. C'est vrai, dans notre jargon, on parle de bailli, les gars, bailli. Mais ça passe, c'est une étape éphémère, ça passe. Si tu restais bailli à vie, Claire Bailly n'allait pas avoir de succès. Elle-même qui porte le bailli, elle n'allait pas avoir de succès. Je vous le dis. Il faut attirer la vibration positive sur soi-même. La chance, elle se saisit. On ne laisse pas là comme ça, j'ai ça. Non. Et je sais pas, c'est trop philosophique. C'est-à-dire pour suivre la malchance, pour mettre un frein à la malchance, il faut savoir s'arrêter et faire un point. Parler avec la malchance. D'accord. Oui, mais parler. Et puis de façon positive. Alors toi, on ne s'acharne pas de se dire moi aussi malchanceux, je pleure. Non, mais quand même, vous pouvez nous expliquer, vous pouvez nous démontrer comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on communique avec la façon positive, de façon positive. Alors toi, avec malchance, tu viens derrière moi et tu es derrière moi. Moi, j'aime pas ça du tout. Je voudrais que tu le fasses. Et ça va partir. Et je suis sûr... Aussi gentiment, positivement. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette situation, qui se disent qu'on a l'impression que le monde se coule autour de vous. Non, c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Et rien tellement ils ont de la malchance, ils sont baillis, mais eux-mêmes, ils veulent aller se suicider. Et même quand il va se suicider, il se jette devant un bagarre, le cheveu bagarre. C'est pas moi qui va prendre ton bail là. Ça le suit. Voilà, ça le suit. Ce n'est pas la fin du monde, ça va passer, il faut attirer la bonne vibration sur soi. Moi, j'ai une fille qui aura 3 ans bientôt. Moi, je dis, c'est mon point de vue. Elle s'appelle Katana et son nom, c'est le bonheur. N'est-ce donc, pas? Son nom, c'est le bonheur. Et quand on aura 10 ans, je vais l'envoyer à Paris pour suivre ses études. Je lui donne la chance. Je ne peux pas accepter que ma fille ait une affaire de époux, on va venir c'était ma fille. On veut me rendre, c'est moi, ça est ta fille. Je préfère qu'un petit blanc m'appelle. Non, c'est clair, c'est mon point de vue. C'est pas gentil, ça. J'attire la chance sur moi. Je préfère qu'un petit blanc m'appelle un jour. Alors, bonjour, monsieur, c'est monsieur Philly. Alors, votre fille est avec moi. Alors, j'ai l'impression que votre fille, même si je ne l'ai pas bien éduquée. Mais être blanc, ça ne veut pas dire que c'est synonyme de réussite. Sera la même, là, c'est ma réussite, c'est bon. Sera la même, c'est ma réussite. Ce n'est pas la fin du monde, pour prendre mes propos. Ce n'est pas la fin du monde. Vous avez vécu la malchance. Mais pendant que vous avez vécu cette situation, n'oubliez pas que votre malchance, votre malheur faisait le bonheur de certaines personnes. Pendant ce temps, d'autres étaient très heureux. Merci. Acceptez l'esprit de partage. C'est très important. Oh là là. Wow. Là, je suis perdue. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, nous allons retrouver Paterne Assemian pour le micro-trottoir. Salut, Paterne. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assemian. Et salut Caroline, c'est un privilège. D'autres diront que c'est une chance pour moi de vous retrouver ce midi dans le cadre de ce micro-trottoir. Croyez-vous à la malchance? Quelques réactions. Bon, il arrive parfois que des personnes peut-être échouent dans la vie ou qu'il y a des empêchements. Par exemple, s'ils veulent avoir un travail comme ça, il y a des personnes comme ça, bon, on peut dire qu'ils n'ont pas de chance, par exemple. Vu que nous sommes dans un continent très mystique, donc on peut dire que cela est lié peut-être à la sorcellerie aussi. Bon, moi je dis que la malchance n'existe pas. Parce que celui qui croit à la malchance, je peux dire qu'il croit aux œuvres du diable. La malchance n'existe pas. Tout a été prédestiné par Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui permet cela. Si vous voulez quelque chose et tout ton cœur, et puis tu n'as pas eu, c'est la malchance qui est là. Ça m'arrive souvent beaucoup. Bon, souvent, mon cœur peut être sur quelque chose, genre je crois à ça, quoi, que je vais avoir. Après, bon, ça devient autre chose encore. Bon, ça s'en va comme ça. Souvent, quand nous marchons, nous avons les choses qui se passent mal. Voilà. Donc c'est pour cela que je crois à la malchance. Dire croire à la malchance, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là, mais celui qui a sa foi bâtie en Dieu évolue toujours dans l'espoir. Et tout ce qui est désespoir ne peut pas prendre le dessus de celui qui a Dieu en lui. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invité témoin du jour, Gouzo Clarisse. Bienvenue encore une fois sur le plateau de ce midi. J'espérais pouvoir vous arracher un sourire. Ça va, ça peut aller. Alors, pour parler de votre histoire, il faut dire que votre passion a toujours été la couture. C'est la raison pour laquelle vous avez bataillé dur pour obtenir un diplôme. Malheureusement, en 2003, votre rêve se verra noyé par un accident de la circulation. Alors, nous attendons que vous nous racontiez les circonstances dans lesquelles vous avez effectué cet accident. Le 15 février 2003, après mon diplôme,
Il y a eu un atelier de couture. D'accord. On a donné la caution. Et c'est après ça, il dit, ah, je partais et je vais au village pour saluer ma grand-mère. Dans l'euphorie, vous étiez dans la joie. Voilà. Donc, vous vouliez partager cette joie avec votre grand-mère. C'est comme ça que je suis arrivée là-bas. Et j'ai fait l'accident. Expliquez-nous, vous étiez dans quel genre de véhicule et qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. C'est les voitures les voitures de cacao. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Parce qu'on ne vous entend pas du tout là-haut. C'est les voitures qui transportent les cacao café. Les Kia. D'accord. Ah, ce n'était pas des voitures habilitées au voyage? Non. Ça ne transportait pas des personnes, mais des sacs de café cacao. Ouais. C'est bien cela. D'accord. Vous étiez seul dans ce véhicule? Non, on n'était pas seul. On était beaucoup. Il y avait d'autres passagers? Oui. Mais pourquoi vous vous êtes retrouvés dans ce véhicule? C'est par manque de véhicule. Parce que c'est une petite voie qui partait au village, et qui rentrait dans le village. Il faisait déjà nuit, donc il n'y avait pas de voiture. C'était par manque de véhicule. Quand il est venu passer, il a accepté de prendre les passagers. C'est comme ça, nous, on est montés dessus. Pardon, je voulais comprendre. Le camion était vide? Non, c'était pas vide. Il y avait des sacs de café dessus. Donc vous étiez au-dessus des sacs. On a accepté de monter sur les sacs de café. C'est comme ça, il a fait tonneau lui seul, sur la route. Et vous vous êtes retrouvés, j'imagine. La suite, c'est... Je me suis retrouvée avec une fracture au pied. Fracture fermée. Et il y a une qui est restée sur place. Il y avait des blessés. Quand vous dites qu'il y a une qui est restée sur place, ça veut dire quoi? Elle est morte suite à l'accident. Elle est morte sur le champ? Sur le champ. Ah, c'était quand même un gros risque de monter sur des sacs de cacao pour voyager. On n'avait pas le choix, puisqu'il faisait déjà nuit. Il était du 9h, donc il n'y avait pas de véhicule. Il est venu passer, c'était une occasion pour nous d'arriver à destination. C'est comme ça qu'on est monté. Quand vous dites que vous avez le pied fracturé, vous parlez de la jambe? Oui, c'est la jambe. Jambe fracturée. Et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, qu'ont dit les médecins? Les médecins m'ont opéré. Ils ont fait une opération qui s'est bien déroulée. Et à la suite de l'opération, c'était l'étape de plâtre. On devait plâtrer le pied pour quelques temps pour mobiliser le pied. C'est comme ça qu'il a mis le plâtre. Il y avait encore un petit sang qui sortait. Le jour, il a coupé les fils. Le même jour, il a mis le plâtre là. Donc, il y avait encore, je ne sais pas s'il y avait plaie à l'intérieur, mais je ne sais pas. Et puis, il a mis le plâtre pour fermer. Donc, quand il a fermé, il a dit que c'est dans 3 mois qu'il devait enlever le plâtre. C'est comme ça qu'il a enlevé. Dans 2 mois et demi, le pied a commencé à sentir. Il y avait odeur dans la maison. Je ne savais pas d'où ça venait. On a fouillé, on ne voyait rien. C'est comme ça, moi j'ai pris blé de balai parce que le plâtre là, ça arrivait jusqu'ici. Donc j'ai mis blé de balai et le coton qui est sorti était mouillé, vert. On a appelé le médecin pour lui dire, ah, il y a un problème. Il dit, non, je vous programme pour 2 semaines. Oh, le pied. Mais vous ne lui avez pas expliqué l'urgence? Si, on a dit ça. Mais il dit, non, il nous reçoit dans 2 semaines. Ça se passait où, à Abidjan? C'est à Abidjan, au sud de 13 juillet. Mais pourquoi il décide de vous recevoir dans 2 semaines? Parce que le pied aurait pu se gangréner. Oui. Voilà. Il était un peu fâché. Là, ce serait fini pour vous. Il était un peu fâché parce qu'avant l'opération, il y a eu un petit discours entre lui et mon oncle. Donc, on dirait qu'il avait gardé la haine contre moi. Là, ça, c'est votre analyse. Hein. Voilà, c'est ce que moi, je pense. Voilà. Donc, il ne s'est pas très bien occupé. Il s'est pas très bien occupé de vous. De moi, au fait. Et après, quand il vous a vu, après les 2 semaines, ça a été quoi sa réaction? Il n'a rien dit. Il a commencé à me soigner avec les grosses seringues. Les seringues, je ne sais pas qui connaît ça, mais c'est vraiment en forme, c'est gros comme ça. On m'attrape. Voilà. Les gens m'attrapaient, les garçons m'attrapaient parce que je pleurais, il y avait mal. Et ils pompaient dedans, dans mon pied, ils pompaient pour enlever le pus parce qu'il y a du pus dedans. Quand il a vu, il y avait du pus. Donc normalement, on devait m'amener au bloc pour ouvrir et puis voir dedans. Mais il n'a pas fait ça.
Donc, à chaque fois, on m'a amené là-bas, soit il me donne un rendez-vous à 7 h. Je vais là-bas à 7 h, c'est-à-dire jusqu'à 20 h, il me reçoit. Il dit, j'écris, je pleure. De 7 h à 20 h, vous attendez? De 7 h à 20 h. Parce que mon oncle travaille à la Sotra, dans le transport, aller-retour. Parce que chaque jour, on doit enlever le puits. Si on n'enlève pas le puits, je pleurais. Je ne pouvais pas dormir, j'avais très mal. Parce qu'il y avait du puits. C'est comme ça, de 7 h à 20 h, j'étais couché sur les bancs de l'urgence là. Quand il y a les malades, on me soulève, puis j'étais là-bas comme ça. Comme ça, jusqu'à presque 1 an au CHU. Pour finir, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont dit à mon docteur qu'ils vont amputer le pied. Mais on ne pouvait pas dire ça à mon oncle parce qu'il y avait déjà, la tension n'était pas bonne. Donc, mais ils ont appelé mon docteur qui m'a envoyé à Abidjan pour lui dire, il va amputer le pied. Maintenant, à l'air nouveau, ils ont dit non, c'est parce qu'on n'a pas acheté tous les médicaments que le pied s'est infecté. Pourtant, c'était pas ça. C'était pas ça. Parce que je ne peux pas mentir sur moi et mon pied. C'était moi et ma santé. Si mon oncle n'avait pas acheté les médicaments... C'était pas la vérité, c'est parce que vous n'avez pas été bien suivi médicalement parlant que vous êtes arrivé à ce niveau-là. Je suis arrivé à ce niveau-là. Maintenant, comment on appelle? C'est ce qui a fait... Arrivé à un certain moment, on nous faisait dépenser inutilement. On faisait les analyses. Quand on arrive au bloc, il dit non, elle manque de sang. Et puis on refait encore dans au moins 3 ou 4 semaines, on refait encore les mêmes analyses. Elle dit non, il y a quelque chose au bloc. Soit quelque chose manque. Il y avait à chaque fois quelque chose qui manquait. On n'est pas comme le restant au bloc. Jusqu'à ce que ses collègues lui demandent, mais il faut la programmer pour ouvrir et puis voir dans le pied. Mais il trouvait toujours de quoi dire. Et à quel moment vous avez subi les 12 opérations? C'est après où ils m'ont abandonné parce qu'arrivé à un certain moment, ils m'ont laissé. On a demandé les dossiers pour aller ailleurs, ils n'ont pas voulu donner. C'est devenu une histoire. Non, on a laissé. Et puis mon oncle aussi, puisqu'il n'est pas ici, il est reparti chez lui. Quand il est parti, j'étais seule chez mon oncle à Abidjan ici, à Gozak. J'étais seule, il y avait du puits, mais il n'avait pas de solution, on ne savait pas comment faire. Et puis j'étais à la maison. C'est comme ça, on m'a montré au 40 heures d'un Bima. Il y a une femme qui vendait vers de carité. C'est elle qui m'a dit, il faut aller voir au 40 heures d'un Bima parce que les blancs, ils soignent les gens. C'est comme ça que je suis partie tenter ma chance parce qu'il n'y a même pas de parents qui travaillent là-bas. Il s'est arrivé, le premier qui m'a vu, c'est un Haïtien. Il m'a vu, il dit, je vais aller montrer les radios à mes patrons. S'ils ont accepté, c'est ça. S'ils n'ont pas accepté, c'est ça. Et puis, ils sont allés montrer. Quand ils ont montré, les docteurs ont vu. Voilà, et c'est pas grâce à Dieu, ils m'ont accepté, ils m'ont dit de rentrer. Je suis rentrée, et mais ils ont vu, ils ont dit, j'étais encore petit, ils ont dit non, on va sauver le pied, on ne peut pas amputer le pied. Parce qu'il y a eu vraiment infection, il y avait une infection même. Ils ont dit non, on va quand même tenter de sauver le pied. C'est comme ça, il y a eu plusieurs opérations. Parce que chaque 6 mois, on m'opérait. Chaque 6 mois, on fait l'opération. Chaque 6 mois. Et aujourd'hui, quel est l'état de ce pied? 9 opérations. Après toutes ces opérations-là, quel est l'état de votre pied aujourd'hui? Malheureusement, il y a encore refait un autre accident. Donc actuellement, l'os est cassé. Vous avez fait un autre accident en 2015? En 2015, c'était pas trop grave, si je peux le dire. Et en 2018 encore, j'ai refait un autre accident encore. Vous faites un autre accident en 2018. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les circonstances de cet accident-là? En 2018, j'étais enceinte de 8 mois. Vous étiez enceinte? Oui, de 8 mois. Et je partais à Gozak. C'est comme ça, à derrière Waf, le véhicule aussi a fait tonneau. Lui, il a failli faire tonneau. Parce qu'il y a une véhicule qui était devant qui l'a bloqué. Non, il ne s'est plus renversé. Pardonnez. Oui, il y avait une autre voiture devant, donc ça l'a bloqué, ça fait qu'il ne s'est pas renversé. C'est comme ça, quand l'accident a eu lieu, ils m'ont amené au CHU de... Non, vous étiez dans le véhicule ou vous étiez arrêté? Et puis ça a failli faire tonneau, donc il y a eu un choc. Mon pied, à chaque fois quand je m'assois, j'étends le pied à cause du fer qui est dans mon pied, j'étends mon pied. J'étends le pied, donc quand il a freiné un coup, ça fait qu'il y a eu choc au niveau de mon pied et mon ventre. Donc j'avais très mal. En fait, mon pied sont venus nous chercher. Il n'y avait pas cacao dans la voiture ça, là, cette fois-ci? il y avait les passagers dedans. Non, mais et le bébé? Le bébé, ils ont fait césarienne pour enlever le bébé. Parce que ce n'était pas à terme, c'était à 8 mois. Moi, j'étais obligée de faire césarienne. Et puis, pour enlever le bébé.
Et il a survécu. Hein. Le bébé a survécu. Ça, c'est vraiment une chance. Parce qu'à 8 mois, c'est pas toujours évident. On peut maturer à 7 mois, mais à 8 mois, si tous les moyens ne sont pas mis à disposition, vous pouvez facilement perdre votre bébé. Alors, donc après tout cela, c'est-à-dire quand vous analysez, vous regardez, vous pensez quoi de la vie? Moi, je ne sais plus si vraiment il existe une vie pour moi. Non, ne dites pas ça. Mais je crois que Dieu, peut-être si Dieu m'a gardé, peut-être il a quelque chose pour moi. Absolument. 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 Alors, vous avez aujourd'hui 2 enfants. Vous avez 2 enfants? J'ai 2 enfants. Et comment vous faites, puisque vous êtes une femme seule, une femme abandonnée par le père de votre 2e enfant, et je suppose que l'état de votre pied ne vous permet pas d'exercer votre passion qu'est la couture. Comment vous faites? Vraiment? C'est souvent, tonton, j'ai un problème, les enfants n'ont rien à manger, pardon, donne-moi quelque chose, si on me donne 5 000 francs, 10 000 francs, c'est de ça que je vis, parce que je ne fais absolument rien. Avec l'état de mon pied, j'ai très mal. Avec l'autre accident, j'arrivais à vendre mes galettes, l'eau glacée, un peu le tout quoi, pour survivre. Mais depuis en avril dernier, je n'arrive plus à faire quelque chose. L'os est cassé, il est très mal quand je me déplace. Où je suis là, ça me brûle actuellement. Donc vous avez tout le temps mal? J'ai tout le temps mal. Ou c'est de façon, ça se calme par vous? Il faut prendre toujours les médicaments, mais il n'y a pas l'argent pour acheter les médicaments aussi. Si j'ai un 5 000 francs aujourd'hui, je sais qu'il y a un enfant qui va manger. Il y a un bébé qui est là, que je vais acheter du lait pour lui donner. Lait pour mettre dans sa nourriture, un petit bouilli pour lui donner. Je ne peux pas prendre ces 5 000 pour acheter les médicaments. Même si j'ai mal, je préfère dormir comme ça. Souvent, pour manger même, c'est un peu difficile. Je suis nourrie du matin au soir. Et votre famille? Ça veut dire, c'est mon oncle, ils sont au village. Eux-mêmes, tu les appelles, même, ils t'expliquent leurs problèmes, même, c'est dû chez eux. Actuellement, nous sommes les enfants orphelins. Plusieurs personnes sont mortes dans la famille, toute la famille de ma maman, parce que moi, en fait, c'est un peu dur pour moi. C'est ma maman qui faisait tout pour moi. Après sa mort, je me suis retrouvée seule avec ses frères. Non, vraiment, c'est pas facile. Eux, mais ils ont leurs propres enfants. Ils ont les enfants. Et on est nombreux comme ça, je ne suis pas la seule. Non, on ne peut pas toujours être sur moi depuis 12 opérations. C'est les soutiens, parce que les soutiens un peu. Mais ça continue toujours, les malheurs continuent toujours. Ils sont fatigués. Ceux même qui m'aidaient sont allés à la retraite. Aujourd'hui, ils ont du mal à s'en sortir. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire face à ma situation. Où je suis là, il n'y a même pas quelqu'un qui peut faire face à ma situation. Mais étant donné que vous avez des difficultés à vous déplacer, comment vous faites pour vous occuper de vos enfants? Parce qu'il y en a un, il a combien de mois maintenant, le dernier? Il a 8 mois. Il a 8 mois. Oui. Il y a quelqu'un qui vous soutient à la maison? Ma petite cousine, qui est là, ma petite soeur, qui m'a toujours soutenue, vraiment, à qui je dis merci, parce qu'elle est vraiment gentille. On va l'applaudir. Hein. On va applaudir cette soeur-là. Parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un à côté de soi quand on est dans ce genre de difficultés. Mais heureusement, elle est de la famille et elle a bien compris que vous avez besoin d'elle. Elle devait faire une formation, mais jusqu'à là, elle n'arrive pas parce que j'ai un bébé. Si je dois me déplacer, non, ça fait qu'elle est là. Alors, elle veut aller se débrouiller un peu pour avoir un peu d'argent et puis faire une formation. Mais jusqu'à là, elle ne peut même pas. Parce qu'elle veut être aide-soignante. Elle n'arrive pas. Si elle veut faire une petite formation, je suis obligée de lui dire non, pardon, il faut rester, je vais sortir. Je n'ai pas d'argent aussi pour dire non, je vais financer ses études. Donc, elle est là comme ça, elle m'aide un peu, mais c'est vraiment... C'est dur. Est-ce que vous comptez refaire votre vie avec quelqu'un d'autre? Parce que je constate que les téléspectateurs et le public avec moi, que vous êtes une très belle femme. Ah oui. Ah oui. Les hommes continuent de vous faire la cour. Ah, le sourire. Dites-nous la vérité. Ici, on se dit tout, hein. Un peu, mais moi, je ne considère pas ça. Non, mais il faut considérer. Un peu. Alors, on y reviendra.
On y reviendra, le chapitre n'est pas clos, on va y revenir. Toujours avec notre invité témoin, Gouzou Clarisse, victime de 3 accidents de la circulation. Elle a le pied fracturé, elle a subi 12 opérations. Aujourd'hui, elle vit dans des difficultés extrêmes avec ses enfants qu'elle a du mal à nourrir. Elle a du mal à s'occuper de ses enfants, à s'occuper d'elle-même, à subvenir à ses besoins. Elle a perdu pratiquement tout espoir. Elle pense que la malchance est devenue son quotidien, sa vie. Elle n'a pas beaucoup de raisons de vivre, mais je crois tout de même que ses enfants lui donnent le courage, n'est-ce pas? Oui. Le courage de pouvoir tenir. C'est ça qui fait votre force aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand vous regardez les enfants, vous vous dites « je ne vais pas me laisser aller, je vais quand même me battre pour eux », avec peut-être rien, mais ne serait-ce que rester en vie. Pour m'occuper de mes enfants, c'est cela. Voilà, c'était pour les enfants. Sinon, moi-même, souvent, j'arrive souvent à dire à Dieu que, Seigneur, toi, tu vois que moi, je ne joue pas de rôle sur cette terre ici. Non. Il y a les gens qui ont l'argent, ils ont tout. Ils sont à l'hôpital. Ils veulent vivre. Non, il faut échanger. Moi, mon souffle avec ces personnes. Et puis, prends-moi les personnes. J'espère que vous êtes repentis. Hein. Ça, c'était avant, non? C'était ça, moi, ma prière. Mais ça a changé. Souvent, quand je suis... Non, ça m'arrive souvent à faire ça. Souvent, quand je suis là, et puis, je vois les enfants, il dit, mais si je ne suis pas là, il faut changer. Des enfants. Le doyen dit de changer. Il y a les enfants. Voilà, donc c'est tout ça. C'est les enfants qui me donnent... Déjà, votre présence, c'est une manière de vous occuper d'eux. Il faut espérer. Ça va changer. Et en même temps, quand vous parlez du Seigneur, c'est le mot que j'attendais, le nom. Quand il a dit le Seigneur, ça veut dire qu'il y a au moins un minimum de foi qui est en vous. Donc, il est dit dans un livre saint qu'il n'est pas bon de vivre seul, de rester seul. Donc, quand on vous dit, les gens viennent vers vous, les hommes viennent, vous êtes encore belle. Quand vous dites un peu, mais puis vous avez dit, même avant de dire un peu, elle a dit, non, mais ça me dit, non, il faut... Elle a souri d'abord. Voilà, elle a souri. Non, il faut les accepter. Puis, vos malheurs là ne sont pas... vos difficultés aussi, voilà, malheurs entre griffes, je vais dire, parce que c'est aussi les malheurs. Donc, vos difficultés là ne sont pas survenues à la suite de situations sentimentales. Ce n'est pas l'amour. Donc, donnez la chance aux pointeurs qui viennent. Donnez la chance aux pointeurs qui viennent. Non, mais s'ils ne viennent pas pour faire du sérieux... Non, j'étais là, je ne sais pas quoi lui dire pour la consoler, parce que tout était bloqué. C'est-à-dire qu'elle est là, elle-même a tout bloqué autour d'elle. Maintenant, voilà, heureusement que vous êtes là, vous dites, donc, vous êtes une femme belle. J'ai dit, voilà une voix qu'on peut explorer. Donc, vous venez, je ne vous ai pas dit de vous jeter dans la main du premier venu. Non. Vous avez le discernement, donc, on connaît les plaisantins. Il y a un plaisantin qui vient vers toi là, quand tu vois là, tu connais. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Non, il y a trop de vendeurs d'illusions, docteur Philo. C'est la vérité. Il y a trop de vendeurs d'illusions, il y a trop de bons comédiens. Voilà, des gens sont venus... Au début, ils sont comme des agneaux. Il y a la joie, des gens sont venus dans les fauteuils roulants ici, désespérés, mais qui avaient le sourire quand même. Donc vous-même, vous vous déplacez un peu, vous êtes encore très belle, profitez de la vie. Celui qui vient discerner, vous voyez, bon, la vie continue, il faut prendre mon là, il va gérer, puis la vie va avancer. C'est mieux. Je ne vois pas de tout, quoi. En tout cas, c'est ce que nous pouvons vous apporter sur ce plateau, parce qu'on ne se met pas à votre place, on n'est pas à votre place, on ne sait pas ce que vous vivez au quotidien avec ce pied qui vous fait mal pratiquement tout le temps, les moyens que vous n'avez pas de subvenir à vos besoins, on n'est pas à votre place. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est de reprendre courage et de vous battre. Ça ira. Gardez seulement espoir et un jour, la situation pourra changer. Et vous vous souvenez, au début de l'émission, je vous disais, si vous vous asseyez sur ce siège, sachez que votre vie va changer. Moi, je garde la foi. Et c'est sur cette même foi que je vais appeler Paulus Agathon pour les réactions du public. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous directement sur notre page Facebook, c'est midi. On a le message de Laurel O'Neill, voilà, c'est son nom de profil. Il dit quand une porte se ferme, il y a quelque part une autre qui est en attente d'être ouverte. Et ce que vous appelez malchance aujourd'hui peut être la porte qui va mener à votre bonheur. Beaucoup de courage à vous. On a ensuite Yeboah Robert Quadio, il dit pour ma part, le médecin qui vous a dit de revenir dans 2 semaines a une part de responsabilité. Mais pourquoi vous n'avez pas tenté de rencontrer un autre médecin à ce moment-là? C'était par manque de moyens. Il n'y a pas d'argent. On avait déjà tout dépensé. D'accord. On a ensuite Aïfa Sabrine.
Elle dit quand on est à la maison, souvent on pense qu'on a des problèmes, mais en écoutant les témoignages de différentes personnes qui passent à ces midis, on se rend compte que nos problèmes sont beaucoup moindres. Et on a juste envie de remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne et que l'Éternel vous fortifie. Alors Caroline, ça sera tout en ce qui concerne les messages des internautes. Oui, on se donne un rendez-vous demain. Et n'oubliez pas, vos réactions nous intéressent. Et vous-même, justement, chaque fois vous apportez les réactions des téléspectateurs et vous, avez-vous une réaction, Paulus? Une question, un point de vue, un encouragement? Je vous écoute, Paulus. Je pense que je suis le porte-parole des internautes, ils ont déjà tout dit. Non, c'est trop facile. Attends, c'est trop facile. On va le laisser partir comme ça. Non, Paulus, non, arrêtez-vous s'il vous plaît. Voilà, on est assez midi là. Alors, adressez-vous à la dame. Je ne sais pas si vous pouvez lui poser une question, vous pouvez l'encourager. Non, en fait c'est juste l'encourager parce qu'il faut dire que dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Pour prendre l'exemple, hier, on a eu l'occasion de voir ce qu'on faisait il y a 10 ans en arrière et ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour dire que tout est possible, il faut juste avoir la foi, il faut persévérer. Voilà. La persévérance et la foi, voici. Ça a son importance. Vous ne savez même pas ce que ça a produit dans le cœur de la dame, quoi, Paulus. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Non, pas de l'émission, mais de l'échange plutôt. N'est-ce pas? Mais vous êtes si calme, si triste. Après tout ce qu'on a dit, c'est comme si on n'a rien fait, quoi. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Vous ressentez vraiment la douleur. Yako. Vraiment beaucoup de courage à vous. Et je sais aussi que vous êtes sur le point de perdre la maison dans laquelle vous vivez en ce moment. Ah, c'est terrible, ça. Ça fait beaucoup en même temps. Ça fait beaucoup parce que je ne peux rien faire. Non, ça m'étouffe. Parce qu'au moins, si je pouvais m'asseoir un peu comme ça et puis faire au moins un petit truc, petite activité, même vendre les galettes là, je peux payer ma maison. Je peux faire quelque chose et nourrir mes enfants. Mais actuellement, j'ai mal, ça fait que je ne peux même pas m'asseoir même. Je n'ai pas les moyens aussi pour dire non, je vais prendre une fille pour l'engager et puis elle va m'aider à vendre. J'ai lutté même pour avoir une petite table, mais les moyens me manquent. Il faut payer la fille pour qu'elle puisse t'aider. Mais je n'ai pas les moyens. Non, vraiment, c'est tout ça. Je suis étouffée. Et je m'accuse aussi d'avoir donné la vie à des innocents et puis pour même m'occuper d'eux, c'est vraiment un problème. Donc, vraiment, je n'ai même pas le moral. Je suis vraiment dépassée. Je ne peux rien faire. Même mon rêve est brisé. Je ne peux rien faire, rien. Je ne peux rien faire. Si je peux dire quelque chose... C'est Dieu, je me remets à lui. Vous remettez votre Si vous permettez que je dise un petit mot. On constate que le désespoir est grand. Je n'espère plus du tout. Mais vous avez dit tout à l'heure que si le Seigneur vous a gardé en vie, c'est certainement parce qu'il a autre chose pour vous. Si vous vous abandonnez, cette chose ne se réalisera pas. Donc il faut espérer. Et puis là, vous avez eu l'occasion de parler de vous. Ils sont nombreux ceux qui ont entendu parler de vous. Je suis sûr et certain que quelques âmes charitables, peut-être dans votre quartier, vont se tourner vers vous pour essayer de vous aider. Ça, je le pense. Merci beaucoup, le doyen. Alors, Gouzou, Clarisse, merci beaucoup d'être venu partager votre histoire avec nous. Nous allons continuer de prier pour vous et nous croyons que votre histoire, votre vie va changer. Vous avez eu la chance d'avoir des enfants. Il y a des personnes qui en cherchent, qui n'en trouvent pas. Et si Dieu a permis que vous ayez ces enfants, c'est parce qu'il vous fait confiance. C'est que vous avez la capacité de vous en occuper. Vous ne pouvez même pas imaginer la force que vous avez en vous. Sinon, cette épreuve ne vous arriverait pas. Donc, continuez de garder espoir. Accrochez-vous à Dieu. Priez. Ça changera. Moi, j'en suis convaincue. On ne trouvera pas les mots pour compenser la douleur, mais je suis sûre que ces paroles agiront tôt ou tard dans votre vie. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Je suis tellement émue d'entendre ce témoignage. Un témoignage peut-être différent de celui que nous avons eu hier. Hier, on a eu un témoignage de beaucoup de tristesse, mais la dame, elle gardait espoir. C'est elle qui nous encourageait même sur ce plateau.
Et aujourd'hui, on a une autre histoire, aussi triste, mais nous croyons que ça va changer. Merci beaucoup, Gouzo, Clarisse. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je voudrais qu'on puisse changer de cap avant de passer la parole à Alissar Zena. On va saluer les personnes qui sont avec nous dans ce studio. Ça nous permettra peut-être d'avoir un peu plus de joie. C'est pas évident. Les étudiants en journalisme et production audiovisuelle de l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique. Ou les étudiants de l'ISTC, tout simplement. Merci de votre présence dans ce studio. Et je crois que le 11 février, vous avez une activité. Comment ça s'appelle déjà? Le FEJ. Le FEJ. Voilà, c'est donc un forum organisé par les étudiants en journalisme de l'ISTC. Voilà, donc pour faire l'état des lieux du métier, du noble métier du journalisme depuis maintenant 50 ans. Voilà, vous savez que je suis bien imprégnée de votre actualité. Merci beaucoup. Et nous avons également le fan club C'est Midi avec nous dans ce studio. Merci infiniment. Et voilà, on a des invités. Notre invité spécial C'est Midi, habillé aux couleurs de C'est Midi. Et puis, monsieur Nyanto Simon-Pierre, il vit en Suisse et il est mordu, fan de l'émission. Il vient, depuis qu'il est là, il vient suivre régulièrement cette émission en direct. C'est différent quand même, hein? Rester, regarder l'émission de loin, à la télé et participer, c'est différent. Il y a encore plus de chaleur. Avis à ceux qui restent à la maison. Merci en tout cas. Et voilà, nous allons partir pour les potins, retrouver Alissar Zena. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Merci beaucoup à la régie. C'est pas très facile, mais je sais que je vais y arriver parce que vu le témoignage de la dame, ça m'a quand même un peu bouleversée, mais bon. Je vais être forte pour mes éléments qui m'attendent. On va commencer aujourd'hui. La semaine dernière, mais j'ai des éléments qui sont sur le terrain, qui sont compétents. Non, vous êtes compétents et j'aimerais qu'on applaudisse pour mes éléments. Franchement, vous êtes compétents. La semaine dernière, j'ai parlé de Aya Nakamura. Il y avait une photo, on ne savait pas si elle s'était mariée, qu'est-ce qui se passait. Donc j'ai demandé à mes éléments, j'ai déployé mes éléments sur le terrain. Ils sont revenus avec les formations. Tenez-vous bien, suspense, c'est bang, 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 bang. Effectivement. Roulement de tambour, hein. Effectivement, Aya Nakamura a été mariée, oui, il y a quelques années de cela, avec quelqu'un qui partageait sa vie. Et elle a même eu un bébé avec cette personne, une petite fille qui s'appelle Aïcha. Oui, je vais en profondeur. Quand j'y vais à fond. Voilà. Une petite fille qui se prénomme Aïcha. Et malheureusement, les circonstances de la vie ont fait qu'elle n'est plus avec le papa de son bébé. En tout cas, félicitations. On ne savait pas qu'Aya Nakamura avait un bébé. Est-ce que vous le saviez? Nous ne savions pas. Mais quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Merci, merci. Merci à mes éléments depuis le Canada. Hein. Mes éléments depuis le Canada. Ah, ils sont efficaces, hein, ils sont efficaces. Mais non, on est là, je viens ici, mais dans le fond, on travaille. C'est clair. Et je suis étonné que les étudiants journalistes ici disent qu'ils ne savaient pas. Faites votre travail, hein. Faites votre travail, faites votre travail. Le week-end, on a eu le buzz Serge Aurier et sa copine Ancha. Voilà, on avait dit que Serge Aurier avait porté main à sa copine. Voilà. C'est elle qui est là? Oui, pour le moment. Elle est magnifique. Wow. Ouais, elle est super belle. Voilà. Elle est actrice dans une série qui passe sur une chaîne, les Wives de Miami. Ouais. Si je ne me trompe pas. Elle est américaine? Oui, c'est une américaine. C'est Aurier. En tout cas, lui aussi travaille. En tout, pour le moment, on n'a pas de confirmation. Il a été interpellé au poste de police, mais ils l'ont relâché parce qu'il n'y avait pas de preuves. On ne va pas s'aventurer sur ce sujet-là. Je vais essayer d'entrer en contact avec les deux concernés, mais bien sûr, qu'est-ce que vous pensez? Essayer de voir ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, et puis revenir la semaine prochaine avec un peu plus d'informations. On va terminer avec Scott, l'ex-mari de Kourtney Kardashian, avec qui il a eu trois enfants.
En ce moment, Scott est en couple avec Sophia Richie, la fille de Lionel Richie. Et tenez-vous bien, les trois partent en vacances avec les enfants. C'est-à-dire la maman de ses enfants, sa nouvelle copine, les enfants, et lui-même Scott. Ah non, moi, si on ne soit plus ensemble, je ne te connais pas. Non, non. Si tu me vois, tu me dépasses. Si tu me vois, tu traces ton chemin. Non, après l'amour, c'est la guerre. Pour moi, après l'amour, c'est la guerre. Non, là, s'il y a des enfants, mais je ne peux pas passer en vacances avec ta copine. Je ne sais pas, il peut se passer quelque chose. Une perruque peut tomber, je ne sais pas, quelque chose peut arriver. Je ne sais pas si c'est ta perruque qui va tomber ou bien si c'est ma perruque, mais émotionnellement, je ne suis pas encore préparée pour ça. En tout cas, les femmes qui le font, chapeau à vous, parce que c'est pas évident. Félicitations à Kourtney Kardashian parce qu'elle elle a vraiment une mentalité... C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alessandra Zena. Oui, Dr Philo voudrait intervenir. C'est une bonne intervention. Moi, je vais revenir sur le cas de la rupture. Footballeur là. Oui, c'est voilà, c'est notre frère. Il faut qu'on donne des conseils quand même à nos frères. Donc, on fait très attention. Quand vous allez chercher les femmes de l'autre côté là, les comportements que nous avons ici là, faites très attention. On a le cas sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est confirmé. Voilà. Non, si c'est pas confirmé, on fait très attention. Si c'est pas confirmé, on fait très attention. On a vu le cas de l'autre là, comment ça s'appelle? Lui qui courait beaucoup là. Et bon? Ah, c'est pas moi, c'est le public qui a dit ça. Lui, on a entendu des choses sur lui. Lui, comme on dit, il a tout perdu. Il a fait très femme blanche, ne le frappe pas comme ça. Si c'est que tu ne peux pas trop te retenir, prends pour nous ici là, tu tapes. C'est bon, on peut régler en famille. On peut régler. Mais ça peut femme blanche, ça va problème. On ne tient pas qu'il a compris le message. Alors, si vous y songez abandonner, les femmes, on ne les tape pas. Les femmes sont précieuses. Est-ce que taper, c'était taper... Non, j'ai dit si c'est qu'il ne peut pas retenir sa mère. Il y a des gens. Il finit ses mariés à la mairie, il finit sa mère comme ça. Il y a des gens comme ça. Je ne pense même pas qu'il ait fait. Peut-être que c'est une vue d'optique. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait fait. Merci beaucoup, Dr Philo. Merci beaucoup. Nous avons un dernier invité que nous allons à présent recevoir. À l'état civil, il se nomme Venance Oufoué et son nom d'artiste, DJ Publicité de London. DJ Publicité de London a pris les disques Joker. Bienvenue sur notre plateau. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. On y va en anglais ou en français? Bon, d'accord, c'est mieux. Hein? En français, on est dans un pays francophone. Alors, DJ London, il faut dire que vous avez été danseur au Ballet national de Côte d'Ivoire de 1994 à 1996. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de casquette? J'ai changé de casquette parce qu'à un moment donné de sa vie, il fallait laisser la place aux plus jeunes. Donc, c'est dans ça, j'ai laissé catégouriquement la danse, et puis bon, je me suis aventuré dans l'animation parce que je connaissais déjà le showbiz. Donc, c'est encore plus facile pour moi. Moi, je suis curieuse, et quand je vois DJ Publicité de London, je me dis, attends, comment est-ce qu'on a pu changer le Oufoué, Venance Oufoué, pardon, qui devient publicité? Pourquoi? Bon, publicité parce que, étant petit, j'aimais beaucoup danser devant mon père, ses amis, tout ça, et puis bon, voilà. Et souvent, les dimanches, mon père venait, ses amis, et je n'étais pas là. Donc, allez-y. Voilà. Donc, voilà, ses amis lui demandaient, mais pourquoi tu fatigues ton père, ton fils, il danse trop. Il dit, non, je fais sa publicité. Voilà. Donc, le prochain dimanche, quand il revenait encore avec ses amis, et que je n'étais pas là, mon petit frère, il criait publicité. Publicité. Donc, moi, quand j'attendais ça, je savais directement que c'était pour danser. C'était de vous qu'il s'agissait. Alors, vous avez reçu le prix du meilleur disque jockey de la diaspora lors des awards du Coupé Décalé en Europe en 2018. Bah, félicitations. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait votre particularité? Ben, ma particularité, c'est l'animation, c'est les réseaux sociaux surtout. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres? Parce que là, vous sortez avec un prix... Comme je suis un peu rigolo, peut-être. Un peu rigolo. Donc, vous mettez un peu de comédie quand vous êtes sur les platines. Oui, voilà. Un peu de platine, un peu de chanson. D'accord. Voilà, et puis un peu de buzz. Un peu d'humour et un peu de buzz. Le tout, ça fait de vous un champion. Un champion. Bah, félicitations. Merci beaucoup. Et quels sont vos projets pour les artistes ivoiriens? En fait, c'est
à cause de ça, je suis à Abidjan. Voilà, je suis venu en Côte d'Ivoire, essayer de contacter plein d'artistes très talentueux pour essayer de faire la promotion de la musique ivoirienne en Angleterre, au Royaume-Uni. Voilà. Donc, nous allons commencer cette année en avril, le 21 avril, avec DJ Kéozel, qui est en ce moment en puissance, pour donner un peu la voix positive à ceux qui vont nous retrouver là-bas. Donc c'est dans ce contexte-là que je suis en Côte d'Ivoire, essayer de faire la promotion vraiment de la musique ivoirienne, parce que ça nous manque là-bas. Nous sommes vraiment fatigués d'afro-trap, afro-di, afro-ta. Côte d'Ivoire. Merci. Oui, docteur Philo. Ouais, mais non, j'ai une petite inquiétude au fait. Juste, je voulais savoir, DJ Kéozel, il n'a plus de promotion à faire. Hein. Voilà, pourquoi attendre à ce que les gens voient le soleil le jour d'abord pour venir les prendre pour partir? Ben, ça a été vous ne faites pas d'efforts, allez chercher ceux des talents, de nouveaux talents peut-être. Comme le docteur Philo, comme ça. Nous, on est là, la guille, moi, on est guille, on est guille. Voilà, effectivement, je suis d'accord pour votre question, pour votre analyse, mais si nous commençons par les débutants, ça ne va pas faire d'effet. Donc il faut prendre quelqu'un de connu et puis après... De connu et après, voilà, continuer un peu le chemin, quoi. D'accord. Merci beaucoup, DJ Publicité. On estime que vous avez suffisamment fait la publicité de votre activité. Merci beaucoup, Laro. Je suis très heureux d'être ici infiniment. À ce midi. Voilà. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Très heureux aussi d'avoir eu les étudiants de l'ISTC dans ce studio et le fan club Semidi. Merci infiniment de votre collaboration. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. On se donnera rendez-vous demain à partir de 12h, s'il plaît à Dieu. D'ici là, restez tout simplement sur RTI 1. Au revoir.